Si vous me suivez sur Insta, vous l'aurez compris, j'adore me balader dans les cimetières, ce qui est une activité comme une autre, et du coup je me suis dit que ce serait une chouette idée de lancer un nouveau concept dans lequel je vous raconte les histoires insolites, glauques, méconnues, qui se cachent derrière certaines pierres tombales. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène donc faire un petit tour au cimetière. Alors pour découvrir la première tombe, nous devons nous rendre dans l'état du New Jersey, et plus précisément dans le cimetière de Fairview, où se trouve une pierre tombale qui de prime abord ne semble pas particulière, jusqu'au moment où l'on remarque que tous les membres de cette famille sont décédés la même année. Pour comprendre cette tragique histoire, je dois vous parler du père de cette famille, un dénommé John List. En fait, un jour, ce John List perd son boulot, ce qui peut malheureusement arriver, sauf que lui n'ose pas le dire à ses proches, et donc chaque matin, il prétend partir travailler alors qu'en réalité, il passe sa journée à errer sans but. Son petit manège dure des mois et des mois, jusqu'au moment où, ne sachant plus trop comment rembourser ses nombreuses dettes et conserver son secret, il prend la terrible décision d'abattre tous les membres de sa famille. Le 9 novembre 1971, John List se rend dans la cuisine et tire sur son épouse alors qu'elle prend tranquillement son café. Il se dirige ensuite au 3e étage de la maison et tue sa propre mère. Puis il nettoie un peu la scène de crime et attend patiemment le retour de 2 de ses enfants afin de leur faire subir le même sort. Quant à John Frederick, son fils aîné, John l'abat de plusieurs balles après avoir assisté à son match de foot, comme si de rien n'était. Une fois tous les membres de sa famille assassinés, John les installe sur des sacs de couchage et les déplace dans la salle de bal, excepté sa maman qu'il laisse au 3e étage. Puis John rédige une lettre adressée à son pasteur dans laquelle il explique son geste. En gros, John raconte que s'il a buté tous les membres de sa famille, c'est pour leur permettre d'accéder au paradis, parce que s'ils étaient devenus pauvres, ils se seraient sans doute tous détournés de la religion. Le culot, définition, open the guillemets. Après avoir écrit sa petite lettre de confession, John passe une dernière nuit dans sa maison, oui, c'est absolument immonde, et le lendemain, il baisse le thermostat, met un peu de musique et part pour l'aéroport JFK de New York. Les corps des membres de la famille List ne seront découverts qu'un mois plus tard grâce au plan bien élaboré de John List, qui avait pris le temps d'annuler les livraisons de journaux et de lait à son domicile, et qui avait également contacté l'école de ses enfants pour leur annoncer leur absence prochaine en prétextant qu'il devait rendre visite à un proche malade. John a donc eu tout le temps nécessaire pour s'enfuir pépouze et se forger une toute nouvelle identité. Il faudra attendre 1989, soit 18 ans après les faits, pour que John List soit enfin arrêté. En fait, il fut retrouvé grâce à l'émission America's Most Wanted, très célèbre aux États-Unis, qui consacra un épisode à cette affaire, dans lequel était présenté un buste sculpté censé ressembler à John List avec 18 années de plus. Et ce buste eut le succès escompté puisqu'une dame contacta la production de l'émission après avoir reconnu son voisin, un dénommé Robert Clark, qui, après une enquête poussée, se révéla être John List. Ouais, le mec vivait sans pression dans une petite banlieue et s'était même remarié. À l'issue de son procès, il fut condamné à 5 peines de prison à vie, correspondant au nombre de ses victimes, et il mourut en 2008 des suites d'une pneumonie. Mais revenons un peu sur la tombe de la famille List. Comme vous pouvez le remarquer, il y a des pièces de monnaie posées sur le sommet de la pierre tombale. Cela a tout de suite attiré mon attention, car, sauf erreur de ma part, bien sûr, mais je n'ai encore jamais vu ça dans un cimetière en France ou en Belgique. Je me suis donc un peu renseignée et apparemment, cette pratique s'est fortement répandue aux États-Unis lors de la guerre du Vietnam. En fait, déposer une pièce de monnaie sur la sépulture d'un soldat tombé au combat est une manière de montrer à ses proches que vous êtes venu rendre hommage à cette personne. L'avantage des pièces de monnaie, c'est que contrairement aux fleurs, celles-ci ne pourrissent pas. De plus, ces pièces peuvent même, après un certain temps, être récupérées par le personnel du cimetière afin d'aider financièrement des familles plus démunies lors de l'enterrement d'un de leurs proches. D'après ce que j'ai lu, chaque pièce possède également une signification précise, genre par exemple 5 cents veut dire que vous avez fréquenté le même camp d'entraînement que le défunt. Aujourd'hui, cette pratique se retrouve aussi sur les tombes de civils, et donc si vous voyez des pièces de monnaie sur une pierre tombale, cela veut donc dire que quelqu'un est venu rendre hommage à cette personne. C'est pas non plus systématiquement toujours le cas, comme nous allons le constater sur la tombe suivante, qui se trouve dans le cimetière de Fountain Hill, dans l'état du Connecticut. D'après ce que j'ai compris, si les badauds laissent une petite pièce sur cette curieuse pierre tombale, c'est pour éviter d'être maudits par la personne qui est enterrée et dont on ignore l'identité. Pour découvrir cette nouvelle histoire, il faut remonter à la nuit du 13 décembre 1899, durant laquelle 4 malfrats se rendirent à la Deep River Saving Bank dans l'espoir de dérober le contenu du coffre.
Cependant, pas de chance pour les voleurs, car la banque, sentant le vol arriver, avait engagé un veilleur de nuit du nom d'Harry Tyler, qui avait la réputation d'être un bon tireur et de n'avoir peur de rien. Du coup, lorsqu'un des hommes tenta de forcer une des fenêtres du bâtiment, Harry Tyler n'hésita pas une seule seconde à ouvrir le feu, tuant au passage cet homme qui essayait donc d'entrer par effraction dans la banque. La dépouille du malfrat fut envoyée à la morgue, mais personne ne réclama son corps, et donc il fut enterré dans le cimetière de Foothill sans que son identité soit connue. Alors notre histoire pourrait très bien s'arrêter là, sauf que les tombes anonymes ont cette capacité de titiller l'imagination des gens, et peu de temps après l'enterrement, une légende apparut. D'après celle-ci, Harry Tyler reçut un jour une lettre non signée dans laquelle on lui demandait d'installer une pierre tombale avec les initiales XYZ sur l'emplacement de la sépulture de l'homme mystère qu'il avait abattu. Alors il y a en effet aujourd'hui une pierre avec les initiales XYZ sur la sépulture du voleur, mais est-ce que celle-ci a vraiment été placée là suite à une lettre anonyme? Je ne sais pas. Mais ce que je sais par contre, c'est que la légende ne s'arrêta pas là. On commença en effet à raconter que chaque année au mois de décembre, une dame vêtue de noir se rendait dans le cimetière de Foothill. Pendant 40 ans, plusieurs personnes déclarèrent avoir aperçu cette mystérieuse femme visiter la sépulture de XYZ et repartir sans un mot en laissant une petite fleur sur sa tombe. Oh, c'en est presque mignon. Et l'identité de cette âme ne fut jamais découverte. Ah bah si, on la connaît depuis toujours en fait. Mais tu as commencé cette histoire en nous disant qu'il s'agissait d'une tombe anonyme. 2 mois après l'incident à la banque, un journal local révéla que l'homme abattu était un criminel déjà bien connu de la justice du nom de Frank Howard. Mais le mystère étant bien plus attrayant qu'une certitude, les gens n'y prêtèrent pas attention et continuèrent à raconter des légendes autour de cette tombe, comme le fait par exemple qu'il faudrait laisser une petite pièce afin d'éviter une soi-disant malédiction. Alors je viens à l'instant de vous raconter une histoire de tombe anonyme qui ne l'était pas vraiment, mais sachez cependant que tous les défunts ne retrouvent pas forcément une identité. C'est le cas par exemple de la personne inhumée dans le petit cimetière du village d'Ardingstone, situé au Royaume-Uni. Le 6 novembre 1930, alors qu'ils rentrent chez eux après avoir passé la soirée à festoyer, 2 hommes aperçoivent un feu non loin du village d'Ardingstone. Au départ, ils ne sont pas trop surpris par ce brasier, puisque la veille c'était la nuit de Guy Fawkes, une fête britannique durant laquelle il n'est pas étonnant de croiser des feux de joie. Mais en se rapprochant des flammes, nos 2 compères se rendent compte que ce qui est en train de brûler n'est pas un simple feu de joie, mais une voiture, ce qui n'est pas un trop normal, même durant les festivités de Guy Fawkes. Les 2 hommes préviennent donc les autorités, et après avoir éteint l'incendie, les personnes dépêchées sur place constatent qu'à l'intérieur du véhicule se trouvent les restes d'un homme. Vu que cette voiture appartient à un certain Alfred Rouse, les policiers émettent l'hypothèse qu'il s'agit sans doute de l'identité du corps calciné. Et afin de confirmer leur théorie, ils interrogent l'épouse de cet homme et celle-ci reconnaît le portefeuille de son mari. C'est donc bien monsieur Alfred Rouse qui est décédé dans l'incendie. Une fois de plus, notre histoire pourrait s'arrêter là, sauf que, au roulement de tambour, Alfred Rouse est en fait toujours bien vivant. Dénoncé par une de ses maîtresses surprise de le voir en vie alors qu'elle a appris son décès, l'homme est arrêté et interrogé par la police qui souhaite comprendre comment un inconnu s'est retrouvé dans sa voiture avec son portefeuille. Alors dans un premier temps, Alfred Rouse raconte qu'il ne s'agissait que d'un simple accident. Il a pris un homme ivre en stop et ce dernier a par maladresse mis le feu à sa voiture. Comment on peut mettre le feu à une voiture par maladresse? Alfred explique qu'après avoir laissé l'autostoppeur faire son plein d'essence, il lui aurait offert un cigare et ce dernier, à cause de son état d'ébriété, aurait foutu le feu à sa voiture. Ce n'est évidemment pas une explication très plausible, surtout quand on sait que les policiers ont pu déterminer qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Cependant, Alfred continue à nier les faits et à changer moult fois sa version de l'histoire, à tel point qu'il perd vite toute crédibilité face aux policiers. En fait, Alfred Rouse souhaitait mettre en scène sa propre mort et disparaître afin de ne plus payer ses nombreuses pensions alimentaires, parce que le bonhomme était père de plusieurs enfants, et pour ça, il lui fallait un cadavre. Il a donc assassiné un pauvre homme qu'il avait croisé un peu plus tôt près d'un pub, sans même connaître son identité. Depuis lors, malgré des tas de recherches et des tests ADN, on n'a jamais pu donner un nom à ce malheureux qui repose encore aujourd'hui dans le cimetière du village d'Ardingstone. Quant à Alfred Rouse, il fut pendu pour son crime en 1931. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu, un tout grand merci pour votre attention, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!